649e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Nouvelle intervention du Premier ministre, Monsieur Castex, pour préciser les mesures qui s'appliquent dans le cadre de la pandémie, le Covid, toujours et encore. Alors avec l'impression qu'on va un petit peu desserrer les taux, mais qu'en même temps, dès lundi, si le Conseil constitutionnel le valide, on va appliquer le pass vaccinal qui remplace le pass sanitaire. À un moment où la plupart des médecins commencent à dire que ça arrive beaucoup trop tard et que ces mesures sont très tardives et très pessimistes par rapport à toutes les observations du moment. Ce pass vaccinal, bon, vous aurez peu d'occasion de l'utiliser vous-même, mais beaucoup disent qu'il est attentatoire aux libertés et qu'il prépare une autre société. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je le crois. Je pense que ces formules de plus en plus contraignantes, édictées par le pouvoir, par les pouvoirs centraux, si j'ose dire, ont quelque chose de profondément inquiétant. Et il me semble que les hommes politiques devraient être plus attentifs à ces violations continues des libertés des citoyens. Les citoyens eux-mêmes étant à l'écart de la solution de ces problèmes. Alors on se souvient du président de la République qui voulait emmerder les Français non vaccinés. Il semblerait quand même que ce goût de créer des difficultés va se prolonger, avec tout de même quelques mesures d'assouplissement. Par exemple, à partir du 16 février, les jauges disparaîtront. Vous savez, le nombre limité du public dans les grands espaces, réouverture des bibliothèques, et puis quand vous irez dans un bar et que vous voulez un café, vous pourrez le boire debout au lieu d'être assis. Enfin, toute une série de choses comme ça. Peut-être avec l'idée que pour les meetings politiques de la campagne présidentielle, présenter un pass comportait une difficulté constitutionnelle. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de politique là-dedans et plus tellement de santé publique. Oui, seulement on s'aperçoit à cette occasion que les libertés des citoyens sont progressivement grignotées par toute une série de dispositions autoritaires qui ne sont souvent pas très sensibles sur le moment, mais qui, additionnées, aboutiront en fait à une société d'encadrement de la société, et ce qui est à mon avis un péril gravissime pour la liberté future des citoyens. On parle d'une petite dérive, même importante, à la chinoise. Autrement dit que l'exemple répressif chinois gagnerait du terrain et serait utilisé, au fond, aujourd'hui, à travers ce choc pandémique, pour essayer de mieux contrôler la population du monde et celle de nos pays en particulier, de la France en particulier. Vous redoutez ça, que ce soit une pente qui ne s'inverse pas ? Oui, je le crains. Je crois d'ailleurs que c'est une pente générale des institutions centrales par rapport aux droits des citoyens. Je pense que ceux-ci sont de moins en moins bien défendus par ceux qui devraient le faire, à savoir les parlementaires, en particulier les hommes politiques. Et il me semble qu'il y a là des silences qui sont des complicités presque. Il y a tout de même eu des manifestations non négligeables contre toutes les étapes qui se sont produites à propos du pass vaccinal, maintenant du pass sanitaire, ou même de l'obligation vaccinale. On ne peut pas dire que les gens soient complètement passifs, mais... Oui, mais il s'agit quand même, si on tient compte des populations, de manifestations modestes par rapport aux chiffres de la population. Certes, il y a quelques milliers de manifestants, quelquefois quelques centaines. Tout dépend aussi des prises de vue de la télévision, qui est plus ou moins complice, plus ou moins bienveillante ou malveillante. Cela dépend des cibles. On a parfois l'impression que certains de nos concitoyens vont regretter les masques quand on ne sera plus obligé de les porter. Il suffit de regarder certains comportements, les gens tout seuls dans leur voiture avec un masque ou en pleine forêt. D'ailleurs, il faut noter qu'à partir, déjà à Paris, le préfet de police a subi un échec devant le tribunal administratif puisqu'on a annulé l'obligation de porter un masque dans la rue. Et à partir de février, du 16 février, à nouveau, alors que tout le monde sait qu'en plein air, tout ça ne sert à rien, on pourra enlever les masques. Mais il y a des gens qui y tiennent à leur masque maintenant. Mais oui, absolument. C'est comme les enfants qui ont une écorchure au genou, ne veulent pas qu'on leur enlève le pansement une fois que la blessure est guérie. Parce que ça fait partie de leur personnalité. Ça c'est une distinction.
en ce sens que ça les distingue de leurs camarades qui ont des genoux qui ne sont pas couturés. Voilà. Retour en enfance des Français. Alors des chiffres maintenant, des chiffres sur un sujet que vous connaissez parfaitement, les chiffres 2021 de l'immigration en France. Je vous en donner quelques-uns, pas tous parce qu'ils sont très nombreux. Par exemple, l'accès à la nationalité française a augmenté de 53,3% par rapport à 2019, puisque l'année 2020 est plus ou moins curieuse à cause de la pandémie, de la fermeture des frontières, du ralentissement. Donc le chiffre de référence, c'est plutôt 2019. Mais on aura noté que nous aurons délivré 271 000 titres de séjour, que le droit d'asile a fait un bond de plus de 28,3%, avec 104 000 demandes de droit d'asile qui ont été traitées, et qu'enfin, pour les reconduites à la frontière, alors évidemment pour être objectif, les difficultés du transport aérien et ainsi de suite sur la période considérée, mais enfin tout de même, on est passé de 18% d'application effective des déboutés du droit d'asile à seulement 10% sur la même période. Alors des chiffres très inquiétants évidemment, puisque c'est l'échec total du pouvoir actuel dans ce domaine. Et malheureusement, ça n'est pas seulement l'échec des Français, du gouvernement français, mais aussi de tous les gouvernements européens. À la vérité, ce que j'appelle le continent boréal, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Ouest plus la Russie, qui devraient s'entendre au lieu d'essayer de se combattre, me semble-t-il, eh bien, le phénomène migratoire général ne cesse de s'aggraver. Et je dirais que dans les perspectives futures, il est extrêmement inquiétant au point que je crois qu'il est vraisemblable que l'Europe soit submergée par l'immigration, puisque pratiquement toutes les défenses qu'elle pourrait lui opposer sont nulles et non avenues. Le droit d'asile est ouvert de façon absolument mirobolante à tous les gens qui souffrent dans leur propre pays. Comme il y a 8 milliards d'habitants, en effet, ça nous permet d'un certain nombre de touristes de ce style. Le droit du sol, le droit le regroupement familial, la binationalité sont des ouvertures absolument scandaleuses, à mon avis, en l'état actuel de la menace migratoire qui est une certitude. C'est-à-dire que si nous ne faisons rien, il faut savoir que nous serons, avant 2050, nous serons submergés par l'immigration étrangère et les Français seront devenus minoritaires dans leur propre pays s'ils ne sont pas en plus victimes de persécutions raciales ou autres. Alors, revenons à la campagne présidentielle peut-être et déclinons ces thèmes. Qu'est-ce qui va dominer cette campagne présidentielle d'après vous? Est-ce que vous pensez, par exemple, certaines enquêtes disent que c'est le pouvoir d'achat des Français qui est pris en compte prioritairement par les Français et par les électeurs à ce stade de la campagne? En numéro 2, on parle effectivement de la politique migratoire et des questions sur l'identité de la France, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez du sujet central de la campagne présidentielle? Oui, je pense qu'il y a une campagne, en tous les cas, qui est largement servie par les politologues et les journalistes, qui consiste à donner une importance particulière au pouvoir d'achat. Ce serait, paraît-il, la seule, enfin en tout cas la principale préoccupation des Français, sans doute la plus immédiate. C'est vrai, quand on va chez les marchands de beurre ou de saucisses, c'est ce qui... Ou à la pompe à essence. Oui, mais en l'occurrence, la politique, ça consiste à voir loin, et on n'a pas besoin de voir très loin pour savoir que le plus grand danger qui menace la France, sa sécurité et même son existence, et donc celle des Français, c'est l'immigration qui connaît par année, chaque année, plusieurs centaines de milliers d'immigrants qu'il faut loger, soigner, enseigner les enfants, etc., donner du travail, etc. Bref, poser des problèmes. Déjà, nous avons beaucoup de problèmes nationaux à régler. Eh bien, chaque année, nous recevons une giclée géante, si j'ose dire, de problèmes nouveaux qui nous sont imposés par une immigration que nous sommes incapables
d'endiguer, et l'endiguement comporterait bien évidemment la suppression d'un certain nombre de mesures. Je ne parle pas de l'immigration zéro, ça ne veut rien dire. C'est une immigration restreinte, une volonté de rester un peuple défini et sûr et fier, dans le fond, après tout, de son passé et aussi inquiet de son avenir. En l'occurrence, chaque année, il y a 500 000 étrangers qui rentrent chez nous et qui au bout font plusieurs millions au bout de quelques années. Et la France ne fait pas, hélas, l'effort nataliste suffisant, et même si elle le faisait, comme tente de le faire Poutine en Russie, les résultats ne sont pas forcément à la hauteur des efforts ou des bonnes intentions des dirigeants. Vous avez dit un mot de la binationalité. Marine Le Pen, dans sa campagne présidentielle, vient d'annoncer qu'elle renonçait aux mesures pour limiter la binationalité telles qu'elle les avait défendues dans les deux campagnes précédentes, celle de 2012 et celle de 2017. Alors, est-ce que vous vivez cela comme une adaptation qui correspond aux réalités ou bien comme un recul? En tous les cas, je regrette infiniment cette novation de programme, parce que la binationalité est un des moyens, en effet, de l'immigration déguisée, dirais-je. Et il me semblait que Marine Le Pen devrait, dans ce domaine, être beaucoup plus énergique, beaucoup plus offensive qu'elle ne l'est, parce que c'est un problème essentiel. Les autres sont des problèmes relatifs à la vie courante. Ils peuvent se régler sur le plan économique, social, avec des hauts et des bas. L'immigration est un problème fondamental, c'est-à-dire qu'il risque de changer les fondements de notre société et les droits des citoyens français chez eux. Je voudrais terminer maintenant sur quelque chose qui peut apparaître, quand on n'est pas concerné, anecdotique. Cela se passe à Paris. Une famille hérite de parents d'un petit appartement, bien situé dans Paris d'ailleurs, dans un quartier chic. Et depuis 8 ans, ils sont victimes de squatteurs qui occupent cet appartement. Ils doivent en payer les charges et toutes les conséquences et ne peuvent rien faire d'autre. Et pourtant, aucune mesure. Alors, est-ce que c'est le signal de ce qu'est la véritable insécurité au quotidien si l'appareil du droit ne permet pas de déloger les gens qui se sont installés comme ça? Ça me paraît absolument scandaleux. Et les occupants qui n'ont pas de titre, et généralement qui ont occupé de force les appartements dont il s'agit, devraient être expulsés immédiatement, en tous les cas le plus rapidement possible, parce que quand ils sont installés, ça crée une espèce de droit, de faux droit à rester là. Et cette complicité, cette complaisance, mais c'est une complicité de l'État à l'égard de situations qui sont anormales, qui sont de véritables violations des droits de propriété, des droits fondamentaux des citoyens. Là aussi, ça fait partie du grignotage général du patrimoine français, social, économique, intellectuel. Pas de lecture à signaler cette semaine, Jean-Marie Le Pen, et pourtant, j'ai vu sur votre bureau ce qui s'accumule tout à l'heure, c'est absolument monstrueux. Oui. On va garder quelques sujets pour la semaine prochaine, pour mercredi prochain. Et bonne chance d'ici là, si vous arrivez ne serait-ce qu'à les compter avant d'en ouvrir un seul. Merci. La pile est immense. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine.